m'appelle Alain Bourg, je suis chef du bureau de l'école inclusive et je travaille à la DGESCO, à la Direction générale de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale. J'encadre une équipe dont la mission est de favoriser la scolarisation inclusive de l'ensemble des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, nous avons en charge des élèves qui peuvent être, par exemple, des élèves en situation de handicap, mais pas uniquement, des élèves qui ont des troubles des apprentissages ou des élèves qui ont besoin d'adaptation scolaire. Ça peut être aussi des élèves qui sont scolarisés en centre éducatif fermé, qui peuvent être détenus, et puis aussi même des élèves à haut potentiel. Donc, c'est un spectre assez large et diversifié. Le numérique, alors que ce soit un élève à besoin éducatif particulier ou un élève, je dirais, ordinaire, hein, eh bien, est un autre moyen de développer ses connaissances et ses compétences, donc d'entrer dans les apprentissages. Et ce numérique peut être soit utilisé directement par l'élève. En classe, il peut utiliser une tablette. Le numérique est présent aussi, par exemple, en classe, dans le cadre avec un TNI, un tableau numérique interactif. Et puis derrière, bien sûr, il y a de nombreux logiciels, outils qui existent. Donc, soit l'élève va l'utiliser lui-même directement, soit c'est un outil qui est mis à disposition de l'enseignant, qui va l'utiliser dans le cadre de sa préparation à son enseignement. Le numérique peut être également utilisé dans le lien avec la famille. Il existe déjà dans certains contextes. Dans le second degré, par exemple, les enseignants communiquent avec les familles dans le cadre des environnements numériques de travail, qui permet vraiment le lien entre l'école et la famille. Alors, il y a un outil que nous sommes particulièrement en train de développer à l'heure actuelle qui s'appelle le livret de parcours inclusif. Donc ça, c'est vraiment un outil pour les familles et qui va permettre de faire le lien entre la famille et l'école. Une question qui nous a été remontée de la part des familles à la suite d'une concertation qui avait lieu en 2018-2019, c'était que les familles ne savaient pas quelles étaient les adaptations pédagogiques qui étaient mises en place au sein de la classe quand un élève arrive et qu'il a des difficultés d'apprentissage. Donc du coup, nous sommes en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie en train de développer un outil numérique qui va permettre justement à l'enseignant de sélectionner un ensemble d'adaptations pédagogiques. Ces adaptations, il pourra les mettre en place dans la classe. Et en fait, ce que nous imaginons, si vous voulez, c'est un peu trois niveaux de réponse. Un élève arrive, il arrive à l'école comme tous les autres. Il commence à rentrer dans ses apprentissages et puis peut-être que dans un premier temps, l'enseignant se rend compte qu'il a quelques difficultés. Donc, il va mettre en place certaines adaptations. Il peut se rendre compte que ça ne suffit pas, ces quelques adaptations. Il faut qu'ils se réunissent en équipe éducative. C'est une instance à laquelle la famille est associée, où la famille est présente. Et dans le cadre de cette équipe éducative, il peut être décidé que certaines adaptations seront mises en place dans la classe. Et il peut proposer un PPRE, un projet personnalisé de réussite éducative. C'est quelque chose qui est formalisé, qui existe déjà en format papier, si vous voulez. Mais donc ce PPRE est quelque chose de ciblé, c'est-à-dire sur une durée assez courte de 6 semaines. Et donc, dans le cadre de ce livret de parcours inclusif, ce sera un premier niveau de réponse qui pourrait être apporté à la famille. Si ce niveau de réponse ne suffit pas, il y a un deuxième niveau qu'on appelle le plan d'accompagnement personnalisé, le PAP, qui lui aussi existe déjà, mais qui sera formalisé dans le cadre de ce livret. Et là, la différence, si vous voulez, c'est que ça passe par un médecin scolaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le médecin scolaire, au regard d'éléments qui lui auront été transmis par la famille, va dire oui, cet élève peut bénéficier d'un PAP. Et donc, s'il y a eu cette réponse favorable, du coup, là aussi, notre enseignant va choisir des adaptations, soit les mêmes, soit d'autres. En tout cas, ça va aller un peu plus loin. Parce que généralement, ce PAP est posé pour des élèves avec des troubles des apprentissages. Et si ce deuxième niveau ne suffit pas, et bien du coup, il y a la possibilité d'un troisième niveau de réponse
que les familles connaissent pour beaucoup d'entre elles, c'est cette fois-ci, au-delà du médecin scolaire, la famille doit monter un dossier qui va passer par la MDPH, la Maison départementale des personnes en situation de handicap, et qui du coup va ouvrir des droits supérieurs à ceux dont bénéficiait l'élève. Avant, on était dans ce qu'on appelle l'accessibilité, on aide l'élève à accéder à ses apprentissages. Là, on va avoir des droits à compensation. Et ces droits à compensation lui permettent, par exemple, d'avoir une aide humaine, hein, un accompagnant des élèves en situation de handicap, ou alors de disposer, par exemple, en termes numériques, de matériel pédagogique adapté. C'est un matériel pédagogique spécifique. Je donnerai un exemple très simple. Un élève malvoyant, par exemple, peut avoir besoin de logiciels qui grossissent l'écriture, ou si c'est un élève complètement aveugle, du coup, il peut accéder par le braille. Voilà. Donc la MDPH va notifier ses droits et permettre à l'élève de disposer de ses adaptations pédagogiques. Donc tout ceci, c'est un ensemble qui va bientôt être regroupé au sein de ce livret de parcours inclusif et qui sera ouvert pour les familles à compter de la rentrée 2022. Donc ce n'est pas tout de suite parce que c'est un gros projet, mais qui est déjà en cours de développement. Et il y a déjà des académies qui vont tester, si vous voulez, cette application à compter de 2021. Quand vous êtes parent, il existe pléthore de ressources déjà qui sont proposées par des organismes privés. Donc, vous pouvez vous appuyer sur ces ressources-là qui peuvent avoir du sens, hein, tout à fait. Nous, à Éducation nationale, nous développons des ressources qui sont généralement des ressources mises en ligne pour les pédagogues, pour les enseignants. Donc, ces ressources sont à disposition des équipes et qui passent par différents canaux. Alors, nous avons deux sites. Un site qui s'appelle éducation.gouv, qui est un site justement à destination des familles, des usagers, de tout le monde. Et puis, il existe un deuxième site qui s'appelle EduSchool, qui est un site à l'origine plus à destination des enseignants, mais néanmoins qui est un site ouvert à tous. Et par conséquent, les parents peuvent aussi aller consulter EduSchool. Et dans le cadre de la pandémie, par exemple, nous avons créé des ressources qui ont été mises en ligne et accessibles sur EduSchool. Alors, il y a un onglet spécifique école inclusive. Donc, les familles peuvent aller voir cet onglet et trouver déjà beaucoup d'informations sur l'école inclusive. Et sur un versant plus pédagogique, il y a carrément un onglet sur la continuité pédagogique qui a été créé avec de nombreuses ressources, soit des ressources transversales, quels que soient les besoins de l'élève, soit des ressources spécifiques, parce qu'on peut avoir besoin de ressources bien particulières quand on a un enfant trouble des fonctions auditives, par exemple, ou un enfant dysorthographique ou dyslexique. Donc, différentes ressources ont été référencées à cet endroit-là. Alors, les aménagements pédagogiques sur le temps scolaire, je dirais tout aménagement pédagogique est possible. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas d'interdiction. Par exemple, l'usage d'un ordinateur est tout à fait possible et il n'y a pas besoin pour ça d'avoir quoi que ce soit, une notification de la maison départementale des personnes handicapées, par exemple. Un enseignant, et moi je l'ai vu régulièrement dans les classes, peut utiliser une tablette ou un ordinateur quand l'enfant est plus grand généralement, pour l'aider à manipuler certaines choses. Ça se fait très très régulièrement. Les élèves avec des troubles du spectre de l'autisme, par exemple, la tablette est un outil qui est un outil très intéressant et qui peut permettre justement à l'enfant d'entrer plus aisément dans les apprentissages. Donc, il n'y a pas de démarche particulière pour accéder à ce type d'outils. Par contre, il peut y avoir des outils spécifiques, comme je l'évoquais tout à l'heure, et des outils type logiciel. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut passer par la MDPH qui va du coup ouvrir des droits à ce qu'on appelle le matériel pédagogique adapté. Et donc l'élève peut, dans ce cadre-là, disposer d'un ordinateur ou d'un logiciel très spécifique qui répond à ses besoins. Je donnais l'exemple tout à l'heure des élèves braillistes, par exemple, mais il y a d'autres outils qui sont des outils lecteurs vocal ou des choses comme ça,
qui peuvent être tout à fait mis à disposition des élèves en cas de besoin.